Bien, alors, bon après-midi tout le monde. Donc, on est heureux de vous accueillir ici dans le Farinati de l'ESP. À présent, nous allons passer donc à la table ronde. Aujourd'hui interviennent Olivier Perra, donc, qui est professeur de lettres affecté à la délégation académique au numérique éducatif. Nous avons également Ludmila Schinman, qui est professeur de tahitien ici à l'ESP. Maran Toyan, qui est professeur en informatique et qui est affecté à la... C'est bien ça? Voilà. À l'ESP numérique. Nous avons également Guylaine Rivoger, donc, qui est professeur d'anglais ici à l'ESP. Et nous avons nos étudiantes, voilà, qui sont ici. Nous en avons deux en M2, MEF2 anglais. Donc, Rani Hey, c'est Vansou. Oui, Vansou, excuse-moi. Et Kahaya Teaha. Voilà. Et en MEF2, M2 tahitien, donc Heretaina Romatarwa. Voilà. Donc, je vais vous laisser intervenir. Et il me semble qu'on a la diffusion de la vidéo d'abord. Voilà. Merci, Guylaine. Voilà. Yorana et Maeva, welcome to the School of Education of the University of French Polynesia. Yaola Numérique Kids a été organisé dans le cadre de la formation au numérique des futurs professeurs de langue vivante. Le but de la formation est de permettre aux futurs enseignants de mieux appréhender les outils numériques. L'objectif est qu'ils s'en servent en faisant preuve d'esprit critique, en réfléchissant aux stratégies pédagogiques devant être mises en place, en envisageant parfois un réaménagement de l'espace de la classe. Le numérique éducatif est ainsi placé au service des apprentissages. Yaola Numérique Kids a permis aux étudiants d'animer devant de petits groupes d'élèves les activités qu'ils avaient conçues. Cela leur a permis d'exploiter les compétences développées pendant la formation. Dans ces conditions idéales, l'objectif était aussi de donner un avant-goût de l'innovation pédagogique à de futurs professeurs qui seront bientôt amenés à relever de nombreux défis dans leur classe. Marulu, and join us next year for another edition. Okay, now we're going to have Guylaine here to present her speech. She's going to talk for about 15 minutes. Am I right, Guylaine? You're completely right. Okay. All right, so we check the time and she'll start. Alors, on m'a demandé d'intervenir, on nous a demandé de clore les JRE dans les 3 langues. Alors, je me garderai bien de... ah oui, il faut parler. Je me garderai bien de parler tahitien. De façon très ponctuelle, je peux intervenir en anglais, mais c'est vrai que j'avais tout préparé en français. Et puis, ma conception des langues, c'est qu'elles nous permettent vraiment d'avoir une ouverture. Alors, si c'est pour avoir un cloisonnement à cause des langues vivantes, là, j'aurais tout faux. Alors, surtout, dites-moi s'il faut parfois qu'on s'exprime en français. Et puis, pour le tahitien, s'il y a besoin de pas forcément de traduire, mais de reformuler, je crois que les collègues le feront avec plaisir, parce que la langue ne doit pas être une barrière, évidemment. De façon très rapide, quelques éléments de contexte sur l'événement qui a été mentionné. Et puis, pour vraiment vous présenter le contexte de l'événement. Alors, d'abord, c'est une formation que nous assurons à l'ESP qui dure 15 heures au premier semestre et 15 heures au second semestre. Et le public visé ici, c'est un public de candidats au concours, pour la plupart d'entre eux. Ce sont les étudiants de master 2 second degré. Donc, ce cours répond à une commande institutionnelle, d'abord, évidemment, qui repose sur un trépied. Alors, je crois que le diaporama sera en ligne, donc je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. Et puis, à côté de cette commande institutionnelle, il y a aussi énormément de documents sur lesquels on peut s'appuyer en tant que formateur pour avoir une réflexion et mener une réflexion sur le numérique. Et l'un des documents que je citerai ici, c'est un rapport de l'IGEN. Ce sont même des recommandations faites par l'Inspection générale de l'éducation nationale. Et je le mentionne parce que ce rapport a eu sur moi une certaine influence. Il a vraiment influencé mes hypothèses et le postulat que j'ai eu.
Alors, le référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation, donc ça, c'est le premier pilier de notre trépied. Ensuite, l'arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre national des formations dispensées au sein des masters MEF. Alors là, il y a 2 articles qui sont particulièrement intéressants, l'article 9 et l'article 10. Alors, l'article 10, il est peut-être encore plus intéressant parce qu'à mon sens, il lance une idée, mais sans nous donner davantage de détails. Par exemple, il nous dit tout simplement, la formation doit s'appuyer sur la connaissance des méthodes pédagogiques innovantes et les compétences liées à leur mise en œuvre. Mais c'est tout ce qu'il nous dit. Voilà. Vous voyez, vont se poser tout un tas de questions. On parlait ce matin de liberté pédagogique, de responsabilité pédagogique. Et vous voyez toutes les questions qui vont surgir et qui doivent surgir quand on est en charge d'une telle formation. Alors, le rapport de l'inspection générale que je mentionnais tout à l'heure, c'est celui de 2017, celui de Catherine Becquety-Bizot, Repenser la forme scolaire à l'heure du numérique, vers de nouvelles manières d'apprendre et d'enseigner. Recommandation 6.2, faire évoluer les modalités de formation pour accompagner les enseignants et développer la culture et les pratiques numériques à tous les étages. Et notamment mettre en place de nouvelles modalités de formation moins prescriptives, moins descendantes et plus contributives. On en parlait encore tout à l'heure dans les premières vidéos et c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire ici. Recommandation 6.3, faciliter la production et le partage des ressources et leur appropriation par l'ensemble des acteurs, encourager la création collaborative. Alors, évidemment, là, ce sont des recommandations et puis, évidemment, il faut qu'il y ait toute une réflexion derrière tout cela. Mais c'est vrai que c'est un rapport qui, moi, personnellement, m'a assez influencé dans ma réflexion et dans ma conception du programme de cette formation. Catherine Becquety-Bizot, à un moment donné, écrit, elle parle de conduire le changement en dépassant toute une série de représentations tenaces et de résistances qui freinent la transformation nécessaire du système éducatif. Repli et cloisonnement disciplinaire, immobilisme, circuit hiérarchique et surtout manque de confiance à tous les niveaux. Alors là encore, c'est intéressant que cette intervention soit vraiment la dernière des JRE parce qu'on en a parlé pendant ces 2 journées du décloisonnement ou du cloisonnement. On s'est aussi demandé ce que ça pouvait être qu'une discipline. Et en langue vivante, c'est vrai qu'on a des langues qui sont... certes, toutes des langues vivantes, mais qui ont toutes leurs spécificités. Et pourtant, on pourra se demander si on n'a pas aussi les mêmes pratiques enseignantes parfois, si l'accès au sens ne se fait pas de la même façon dans toutes les langues vivantes. Il y a vraiment un certain nombre de questions qu'on peut se poser. Alors, à partir de ces textes officiels et de mes lectures, alors je vous ai parlé du rapport de Madame Becquety-Bizot, bien évidemment il y en a d'autres, je me suis fixé quelques lignes directrices. Alors ça peut vous sembler un petit peu arbitraire, mais je crois qu'on a besoin en tant que formateur de temps en temps, on parlait encore d'éthique tout à l'heure, de savoir un petit peu où on va. Alors j'ai fait des hypothèses, j'ai émis un postulat, peut-être que je me suis trompée. Mais en tout cas, c'est un petit peu ma ligne directrice. À mon sens, l'étanchéité entre disciplines, tout comme l'étanchéité des diverses composantes de l'institution, l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur, les enseignants de collège et de lycée, les universitaires et les corps d'inspection, n'est pas toujours propice à la réflexion et à l'évolution des pratiques. Alors au milieu, vous avez une citation qui est une citation de Jean Janitza, et je me suis permis de rajouter, de partir de sa phrase et rajouter quelques éléments. Alors de là découlent 3 objectifs. D'abord, ce fameux décloisonnement disciplinaire. Alors attention, vraiment, je reconnais les spécificités entre les langues vivantes et je pense vraiment qu'il faut en tenir compte. Le décloisonnement se fait quand même sans négliger ces spécificités. Évidemment, ce sont des savoirs particuliers, des contenus spécifiques qu'il s'agira quand même à un moment donné d'enseigner. Mais en partant du principe que la réflexion peut s'enrichir au contact d'autres disciplines et surtout d'autres langues vivantes. J'avais beaucoup travaillé avec les collègues de portugais lorsque j'habitais en Guyane et ils me disaient « Tu te rends pas compte de la chance que vous avez en anglais, vous avez des manuels, mais vous en avez énormément, vous avez tous les documents que vous voulez. Nous, en portugais, on n'a rien, on doit tout créer. » Et je leur disais « Oui, c'est fantastique, mais vous devez tout créer et vous avez appris aussi à bien réfléchir à réfléchir à la cohérence de vos séances. C'est-à-dire que certes, vous créez tout, mais vous savez exactement où vous allez. Alors que nous, avec des manuels, parfois, on a tendance à un petit peu oublier cette réflexion ou cette analyse des documents. Donc, oui, nous, on a beaucoup de supports.
c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi à la question de l'entraînement et de l'évaluation, mais vous, en portugais, vous avez vraiment réfléchi à la cohérence interne de la séance, et là, vous avez des points forts. Et vous voyez, entre langues vivantes, on a vraiment beaucoup de choses à partager. Et c'est vrai qu'on a aussi quand même, il faut bien le dire, de grosses disparités entre les objectifs entre différentes langues vivantes. Hein. Et il y a des choses qui vont faire hurler un enseignant d'anglais et qui seront tout à fait acceptables pour un enseignant de portugais. On a vraiment, vous voyez, cette fameuse différence entre entraînement et évaluation. Nous, en anglais, on est vraiment très regardant là-dessus, c'est-à-dire qu'on fait une compréhension orale, on pose des questions évaluatives de type questionnaire sécurité sociale. C'est quelque chose qui va nous faire hurler, alors que dans d'autres langues vivantes, on n'a pas du tout la même conception des fichiers, des fiches, les grilles d'aide à la compréhension orale. Donc ça, c'était la première ligne directrice. Le deuxième objectif que je me suis fixé, c'est d'essayer d'avoir une formation qui soit ascendante et qui repose sur un travail collaboratif. Alors, collaboratif, coopératif ou collectif dans le sens plus large. Et puis enfin, vraiment d'allier terrain et théorie. Je pense vraiment que la théorie est complètement nécessaire et qu'elle est là surtout pour permettre à nos étudiants ensuite de trouver les solutions sur le terrain. C'est-à-dire qu'à mon sens, toute la théorie qu'on peut faire en cours, ce sont des outils qui doivent les aider à trouver peut-être pas des solutions, mais des réponses aux questions qui vont se poser sur le terrain. Donc, encore une fois, pour moi, ce cloisonnement entre recherche et... hier, quelqu'un disait dans une vidéo, on ne peut pas à la fois être chercheur et être enseignant en même temps. Pour moi, si. Et je pense que... Alors bon, c'est un petit peu simplifié, mais c'est vrai que c'est pas parce qu'on est femme qu'on peut pas travailler sur les femmes, ou c'est pas parce qu'on est tahitien qu'on ne peut pas travailler sur les tahitiens. Il y a un certain nombre de précautions à prendre, évidemment, mais je pense quand même que c'est ce décloisonnement qui va nous permettre de trouver des réponses et non pas un cloisonnement excessif et des murs qui s'érigent. Alors, l'événement Yaora Numérique Kids, on l'a clôturé. Les étudiants avaient préparé des questionnaires. Donc, je ne vais pas vous montrer tous les résultats de tous les questionnaires. Mais ça, ce sont donc les réponses des petits élèves de 6e du collège de Punahavia. Donc là, on a 40 élèves qui ont répondu. Alors, de façon très arbitraire, j'ai sélectionné 2 questions. As-tu apprécié l'événement? Là, ils étaient absolument ravis. Et quel a été ton atelier préféré? Et là, ce qui est fantastique, c'est qu'ils ont absolument tout aimé. Et les réponses sont très, très différentes. Et là aussi, on voit les différences entre les enfants. Ils ont vraiment des goûts très, très différents. Et ça, c'est intéressant. La partie que vous voyez qui est en vert, qui est à 37%, qui est plus importante que les autres, c'est la réponse tous les ateliers. Donc, c'est ceux qui n'ont pas réussi à se décider. Donc, vous voyez, c'est vraiment très équilibré. Encore une fois, de façon assez arbitraire, quel a été ton atelier préféré? La chasse au trésor, car il y a les Blue Bots. Alors on pourra peut-être se demander pourquoi, et est-ce que c'est intéressant d'avoir des Blue Bots si on ne fait pas de code? Visiblement ça motive les enfants, mais quels étaient nos objectifs à nous, et puis est-ce que ça a été intéressant ici? Quel a été ton atelier préféré? Je préfère tous les ateliers car il y a des récompenses et tu apprends les langues. Et oui, avec ce coordonnant au milieu. Mais le tu apprends les langues est bien présent. Et voilà, ça, à mon avis, c'est ce qui fait que ça devrait nous motiver à recommencer. Yeah, that's mine. I should be. Oh yeah, sorry, I was supposed to speak in English. There you are, I forgot. Était-ce la première fois que vous produisiez une ressource de façon collective? Ça, ce sont les résultats du questionnaire complété par les étudiants. Alors, il n'y a que 25 réponses. Ils ont été un petit peu plus nombreux à participer, mais vraiment, là, ça a été un questionnaire. Ils avaient vraiment libre choix. Je les ai absolument pas obligés à répondre au questionnaire. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on n'a que 25 réponses. Mais là, on a quelques pistes de travail. Et pour les chercheurs, on a quelques éléments là qui pourraient ensuite donner lieu à quelques recherches. Le travail collectif. Était-ce la première fois que vous produisiez une ressource de façon collective? Ils sont quand même 72% à répondre oui. Et ensuite, diriez-vous que tous les membres de votre groupe ont participé activement, ou que certaines personnes n'ont pas beaucoup participé, ou que plusieurs personnes n'ont pas beaucoup travaillé? Là, ils se sont bien rendus compte des difficultés aussi du travail collectif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça a aussi
pu être l'occasion de réfléchir à ce que c'était que travailler d'abord avec ses collègues et ensuite dans une classe. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on met les élèves en groupe que les élèves vont travailler et apprendre quelque chose. Donc il y a à la fois une réflexion quant au travail collectif avec ses collègues et une réflexion quant au travail collectif qu'on va demander aux enfants. Alors, les conditions étaient absolument idéales. Moi, j'en suis bien consciente. Je crois que les étudiants aussi. La question qui va se poser, c'est faut-il les préparer en formation initiale et les mettre dans des conditions idéales ? Ça, vous m'aiderez peut-être à y répondre tout à l'heure. On avait très peu d'élèves par groupe, mais c'était vraiment fait exprès. Mais malgré cela, les étudiants ont quand même réalisé à quel point les enfants étaient différents entre les différents groupes. Vous voyez la question qui est en bas, c'est sur l'hétérogénéité ou l'homogénéité des groupes. Les 3 groupes d'élèves que vous avez eus étaient, et le bleu, c'est assez hétérogène. Et là, les étudiants, je crois, ont bien compris qu'une activité pouvait très bien marcher avec 5 élèves, être exactement identique 10 minutes plus tard, enfin là, en l'occurrence, 25 minutes plus tard avec un autre groupe, mais que ça ne pouvait plus marcher du tout. Et ça, pour eux, ça a aussi été intéressant parce que parfois, ils ont modifié leur façon de faire. Parfois, voilà, et c'est vraiment quelque chose, auquel je crois que ça n'avait pas été forcément anticipé. Cette formation vous a-t-elle donné envie de rejoindre un collectif d'enseignants ? Alors là, ça pourra peut-être faire l'objet d'une discussion plus tard. Cette formation vous a-t-elle donné envie de prendre part à des innovations pédagogiques ? Là aussi, on pourra peut-être en discuter et voir ce qu'on entend tout simplement par innovation pédagogique. Mais on en reparlera tout à l'heure. Alors là, c'est vraiment pour conclure. J'ai terminé le questionnaire des étudiants par quelques questions ouvertes. Et je dois dire que les réponses sont là encore très intéressantes et pourraient vraiment intéresser les chercheurs en éducation. J'ai surligné quelques éléments. J'ai pu observer les autres activités, notamment celles organisées par les étudiants en anglais. Je pense que ce fut un des points importants de cette journée car j'ai pu visualiser leurs activités, mais en tahitien. Donc là, on a les différentes langues qui se répondent et qui vont s'inspirer. On apprend à travailler en équipe, à collaborer avec d'autres étudiants des autres filières. Et puis tout en bas, vous avez un étudiant qui indique cet événement nous a permis d'expérimenter les théories vues en cours. Et je crois qu'expérimenter les théories vues en cours, là aussi, est particulièrement intéressant dans le cadre d'une formation initiale. Alors, pour conclure, vraiment, là, ce sont des questions que moi, je me pose tous les jours. Alors, parfois, je trouve des embryons de réponses et puis ensuite, je poursuis mes lectures et je remodifie les éléments de réponse que j'avais. Est-il judicieux de proposer aux étudiants d'animer dans des conditions idéales ? Peut-on et doit-on donner le goût de l'innovation pédagogique ? Et qu'est-ce que c'est que l'innovation pédagogique ? Les enjeux, atouts et inconvénients du numérique sont-ils perçus par les étudiants ? Et je crois que c'est vraiment de ça dont on pourra parler tout à l'heure. Les stratégies d'accès au sens et pratiques enseignantes sont-elles transférables d'une langue à l'autre ? Donc ça, ce sont vraiment des pistes de réflexion qu'on pourra sûrement évoquer tout à l'heure. Alors j'avais dit que c'était pour conclure, mais c'est pas vrai, parce que pour conclure, je vais laisser la parole à André Tricot. C'est une citation que j'aime beaucoup, encore une fois, parce qu'elle me fait personnellement beaucoup réfléchir. Depuis 20 ans que je travaille dans l'éducation nationale, je crois que j'ai réussi à établir le portrait robot du bon enseignant. Il est innovant. Il fait manipuler ses élèves, les fait découvrir par eux-mêmes. Il s'appuie sur leur intérêt. Il les fait travailler en groupe, notamment dans le cadre de projets, en leur proposant des situations authentiques. Depuis quelques années, il inverse sa classe de temps en temps. Il est un fervent utilisateur du numérique et bien entendu, il enseigne par compétence. Chaque fois qu'il ne fait pas comme cela, il n'est plus un bon enseignant. Il met en œuvre une pédagogie traditionnelle. Cette vision un peu caricaturale de la pédagogie innovante qui s'opposerait à la traditionnelle correspond-elle à une réalité ? Ces innovations sont-elles vraiment nouvelles ? Améliorent-elles les apprentissages des élèves ? Quels sont les résultats des recherches dans ce domaine ? Je crois qu'on a suffisamment de questions tout à l'heure pour continuer notre table ronde. Thank you very much. And sorry I forgot about English. Thank you for this lively speech. Well, you pointed out very important points. Thank you for that. Now we would like Kahaya to talk about the activity that she used with her students. You can use French or in English. Feel relaxed and do as you like. Okay, here you are.
on the Treasure Island. Yeah. Donc, You can stand up if you want. Like this. so I just have to touch it, madame? Scroll. Okay. Yeah, thank you. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'activité que ma camarade et moi avons mise en place lors de notre journée du numérique, Yora Numérique Kids. Donc, notre activité s'appelait Treasure Island et l'outil numérique que nous avons utilisé était Bluebot. Donc, il s'agit d'un robot. Ok. Donc, avant de créer notre activité, nous avons décidé de nous concentrer sur les fonctions mêmes de Bluebot. Donc, Bluebot est un robot qui peut se déplacer de 15 cm à chaque mouvement. Donc, c'est à partir de ces fonctions précises que nous avons décidé de nous concentrer sur le vocabulaire du déplacement dans l'espace. Donc, en anglais. Donc, go straight, take a step back, turn left and turn right. Donc, pour notre activité, nous disposions de Bluebot, évidemment, et de plexiglas. Ensuite, en ce qui concerne l'activité elle-même. Pour l'activité, le but pour les élèves était de trouver le mot de passe qui allait ouvrir le coffre à trésors. Pour trouver le mot de passe, ils avaient 4 mini-activités à faire avec Bluebot. Et à chaque activité bien effectuée, ils recevaient un indice. Donc, il y avait 4 activités, 4 indices. Et avec les 4 indices, ils pouvaient trouver le mot de passe pour ouvrir le coffre. Donc, pour les 4 mini-activités qu'ils avaient à faire avec Bluebot, le déroulement était toujours le même. Il s'agissait d'une compréhension écrite. Donc, ils avaient des instructions à suivre, telles que go straight, then turn left, and then take 2 steps back. Donc, le déroulement était le même. Ils devaient donc lire les instructions, les comprendre et ensuite programmer Bluebot pour qu'il se dirige vers une case précise du plexiglas. Maintenant, je vais vous donner 2 exemples. Pour la première activité, donc, les élèves avaient des instructions. Ils devaient les lire, les comprendre et ensuite faire en sorte, programmer Bluebot pour qu'il se dirige vers une case. Donc, ici, pour la première activité, ils se dirigeaient vers des lettres. Ils devaient donc noter la première lettre et faire la même chose 3 fois de suite, 4 fois de suite. Et donc, ils pouvaient retrouver un mot. Il s'agissait du premier indice. Le premier indice était ici, hook. Ensuite, pour la deuxième activité, le déroulement était toujours le même. Donc, ils lisaient, ils comprenaient les instructions et ils se dirigeaient vers des bouteilles. S'ils avaient bien programmé Bluebot, le Bluebot pouvait renverser une des 3 bouteilles. Et s'il renversait la bonne bouteille, un indice était en fait caché sous la bouteille. Le deuxième indice était bell. It was a bowling activity. Pour la troisième activité, ils devaient traverser le tunnel, ils trouvaient un autre indice. Et pour la quatrième activité, les élèves eux-mêmes devenaient Bluebot. Et donc, ils devaient trouver un indice caché dans la salle. Après avoir trouvé les 4 indices, les élèves pouvaient trouver le mot de passe. Il s'agissait de Peter Pan. Et ils pouvaient ouvrir le coffre. Donc, je dirais que cette activité était une occasion pour les élèves d'apprendre l'anglais de façon ludique. Ils étaient heureux de le faire. Et aussi d'apprendre l'anglais autrement. Mais il n'y avait pas que ça. C'était aussi l'occasion d'initier les élèves à la programmation. Donc, grâce à la programmation, les élèves pouvaient... ils avaient des étapes précises à suivre. Et donc, grâce à cela, ils étaient obligés de structurer leurs pensées. Donc, je dirais que l'outil était une source de motivation et de réflexion. Merci. That was very good, thank you. So we have, I think now, something to watch. What is called a video Run for Cookies? Okay. Run for Cookies, that's the video then. It's going to take...
Alors l'activité que nous avons réalisée à l'occasion de la journée numérique de l'ESP Yaoura Numérique Kids s'intitule Run for Cookies. Donc on traduirait par la course aux cookies tout simplement. Donc le défi de tous a été en fait de réaliser des activités ludiques en alliant l'utilisation du numérique et l'apprentissage des langues, donc le tahitien et l'anglais. Pour ce qui est de notre activité, il s'agissait principalement de travailler la compréhension orale des élèves. Donc pour ce faire, ils bénéficiaient tous d'un MP3 sur lequel était enregistrée la recette des cookies au chocolat. Donc leur mission était de reconstituer cette recette, notamment en retrouvant les ingrédients dont ils avaient besoin et en replaçant les différentes étapes de la recette dans l'ordre chronologique. Alors, la réalisation de cette activité s'est faite de manière collective. Donc nous étions en groupe de 4. Le travail s'est merveilleusement bien passé. Nous sommes tous les 4 beaucoup investis justement pour que cette activité puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. Nous avons tout d'abord établi une matrice de notre activité et en fonction de celle-ci, donc nous nous sommes en fait tout simplement répartis les tâches, chacun les uns les autres. Nous nous connaissons tous les 4 déjà depuis un moment, mais il s'agissait là de notre première animation collective. Donc le bilan qui ressort de cette expérience est très très positif. À noter que voilà, les élèves que nous avons accueillis étaient vraiment très engagés et très heureux de pouvoir utiliser les outils qui étaient mis à leur portée. Alors à la question « Qu'est-ce que ce travail t'a apporté ?», je répondrai bien la réalisation de ces activités nous a permis réellement de faire le pont entre la théorie qui nous est apportée ici lors de notre formation ici à l'ESP et la pratique, donc le terrain. Je dirais aussi qu'au fil des interventions, nous avons rencontré certains défis pédagogiques que nous avons su relever selon moi avec brio. Cette journée a été l'occasion aussi pour nous de nous familiariser bien tout simplement avec les réalités du métier d'enseignant et plus précisément avec l'utilisation du numérique en contexte, donc en classe. Je dirais aussi que cette journée nous a apporté l'opportunité en fait de mettre les savoirs que nous avons acquis durant notre formation en pratique. Et bon, à savoir que notre formatrice nous a très très bien accompagnés. Et cette expérience mériterait d'être reconduite. And that was Tiffany. Thank you, Tiffany. She's not here. Yeah. And now we're going to have you, Maran. Yeah? Well, it seems it's your turn. For 10 minutes, we'll be listening to you. Bonjour. Enfin, moi, je n'aurais pas beaucoup à dire. Enfin, on a été un support dans le sens, oui, on a été un support dans le sens où l'ESP numérique a été très à côté de Guylaine hein, pour mettre en place toutes ces activités. Par contre, enfin, j'ai des questions à poser. Bon, particulièrement, enfin, moi, je suis surpris par autant de ludification dans les activités. Hein. Bon, alors, est-ce que c'est un préalable pour une stratégie pédagogique ou est-ce que c'est juste une ludification pour une ludification? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, bon, est-ce que des compétences techniques numériques sont aussi envisagées dans cet apprentissage hein? Bon, ça, je ne sais pas, on n'en a pas parlé. Alors, je ne sais pas si c'est pris en compte ou est-ce que c'est un objectif en soi. Alors, ces deux questions enfin, me reviennent à l'esprit là, en regardant ce qui a été réalisé. Hein. Voilà. Bon. Qui est-ce qui veut répondre à cette question? Peut-être sur la ludification, pourquoi avoir choisi de le faire sous forme de jeu? Peut-être que vous pouvez peut-être sur Global. Par exemple, oui.
Alors si nous avons essayé de rendre l'activité ludique, c'était pour motiver les élèves, pour qu'ils aient envie de faire l'activité. Mais après, je pense que c'était pour nous aussi un peu, parce que on trouvait ça plus attrayant peut-être. Et ensuite, pendant l'activité, on a pu voir dès le début, quand elle a dit, voilà, il y avait un élément, il y avait le coffre, en fait. Donc, les élèves étaient déjà curieux. Donc, juste avec le premier but qu'on leur a donné, le but, c'est d'ouvrir le coffre, ils étaient déjà dedans. Donc, ça a permis de motiver les élèves, je pense. C'est bon? Voilà. Olivier donc Peyrat de la DAN. Effectivement, on parle de la ludification des activités. Il ne faudra pas non plus, effectivement, dans l'avenir, trop se focaliser uniquement là-dessus, puisque, comme on le sait, la réalité du terrain nous montre bien, effectivement, qu'on n'est pas tous les jours en possession de tous les moyens qu'il nous faut au niveau matériel, et qu'effectivement, même si on met du jeu tous les jours, à la fin, le jeu n'apparaît plus. Encore une fois, c'est comme manger le meilleur plat tous les jours, à la fin, on s'en lasse très vite. Donc, le trésor, il n'est pas tellement dans les objets, il n'est pas tellement dans les activités, mais il faut y penser, ça c'est sûr et certain. Ça permet de varier, justement. Il est surtout dans nos élèves. C'est-à-dire que si on arrive à montrer à nos élèves quels sont les trésors qu'ils ont en eux et qu'ils n'ont pas encore réussi à identifier, c'est-à-dire leurs compétences, effectivement, leur intelligence, qu'on a toujours du mal à définir et qu'on n'a pas à définir spécifiquement, si ce n'est que c'est, encore une fois, la façon, le brio, on parlait de ça tout à l'heure, de s'adapter au terrain, de s'adapter aux activités, de s'adapter aux tâches qui nous sont fixées. C'est là où on pourra effectivement révéler ces trésors qui sont dans nos élèves. Et c'est vraiment la tâche qu'on doit se fixer, et ça peut passer effectivement par le numérique, qui est vraiment, à la DAN, c'est ce qu'on pense, l'articulation qu'il y a non seulement avec l'éducatif et ce monde donc de l'informatique, mais aussi surtout toutes les disciplines. Tout à l'heure, on parlait de déconnexion, de décloisonnement, pardon. Nous, on parle de transdisciplinaire, et c'est avec les formations que l'on donne sont axées sur cet élément-là, le transdisciplinaire, ce qui permet de montrer effectivement qu'on travaille avec les compétences. C'est ce qu'on vous apprend maintenant de façon tout le temps à la fac. Et effectivement, les compétences, c'est ce qui est au cœur non seulement du travail interdisciplinaire, mais au cœur aussi des développements, des littératies, comme on a pu entendre parler d'un point de vue technique, mais également, si on prend ce mot de littératie, c'est-à-dire les compétences qui vont être utiles à nos élèves quand ils seront donc des futurs citoyens qui vont prendre une part active dans la société, et la société qui sera forcément numérique. Donc, même si on n'est pas programmeur, là c'est pour venir à la modestie des moyens, la modestie effectivement de chaque intervenant, notamment les enseignants, notamment si on prend les vieilles générations sans faire non plus attention de stigmatisation. Mais effectivement, il faut qu'on puisse offrir cette possibilité de travailler avec le numérique, non pas tous les jours, non pas toujours avec du jeu, mais en tout cas de façon accessible, de façon modeste, afin de développer à terme effectivement des compétences qui nous dépassent même, nous, enseignants, chez nos élèves. Il faudra bien effectivement que nos élèves nous dépassent un jour, et avec le numérique, c'est très rapide. Alors, je repasse le micro, sinon je vais parler pendant 1 heure. Merci. Normally, I don't have the right to ask questions, but I'm not against playing every day. We can play every day, but when we play and if we are a teacher, do we know what competences learners are building? Linguistic competence, we should be aware of it. Savoir-faire, which goes to other competences, which is part of language teaching. Can you tell me, in the activity that you prepare for your students, identify the linguistic competence that they acquired and other competences that they need in other disciplines? Okay, so as I said, our goal was to teach students the vocabulary. And I want to say that, well, the context was particular because we only had 20 minutes to teach them something. So that's why we chose something like quite simple. And So vocabulary. And I think that thanks to Bluebot, actually students could structure their way of thinking. Like first I need to do this, then I need to press the button, then I need to do this. And I think that's something that you need
every day. So yeah, so I think that the linguistic point plus Bluebot makes a good match. Alors, il est vrai que depuis tout à l'heure, on entend effectivement de structurer sa pensée, si j'ai bien traduit mon anglais, sur lequel je ne suis pas forcément compétent. C'est vrai que nous, on parle souvent aussi, alors, dans les lettres, mais ça traverse effectivement la seule discipline des lettres, on parle souvent donc d'une pratique raisonnée, que ce soit de la langue, que ce soit effectivement de l'organisation de la pensée. Et ce mot de raisonner, effectivement, il faut l'entendre dans les deux sens, aussi bien le sens sonore, donc en changeant l'orthographe, qu'avec le sens effectivement donc didactique, je pourrais dire, et pédagogique. Et pour le coup, effectivement, avoir une pratique raisonnée du numérique, c'est ce qui permettra de le pérenniser. Si on ne montre pas l'intérêt aux enseignants, et encore plus, donc a fortiori aux étudiants qui veulent devenir des futurs enseignants, ça fera long feu. Donc effectivement, si on arrive à démontrer que le numérique permet aux élèves de présenter leurs pensées, parfois au début en désordre, il n'y a pas de problème. Encore une fois, l'avantage numérique, c'est, notamment je pense aux cartes mentales, on a l'opportunité effectivement d'écouter chaque élève avec sa façon de penser. Et il va être confronté à l'erreur rapidement, et il risque d'être confronté donc effectivement à, on va dire, à la contradiction avec son propre langage tout aussi rapidement. L'avantage du numérique, c'est que le numérique va répondre tout aussi rapidement, pas de façon justement subjective, il n'y aura pas effectivement d'affect. Alors on peut effectivement critiquer ça, mais l'avantage effectivement, c'est que le numérique va poser l'élève en face de lui-même. Et encore une fois, c'est ce miroir qui va être évidemment tout à fait déterminant donc, pour le progrès de l'élève et son évolution saine. Non seulement il sera confronté à lui-même, et donc si effectivement on favorise les travaux collaboratifs, je reviendrai un petit peu là-dessus tout à l'heure, on va également le confronter à ses pairs. Or, être confronté à ses pairs, c'est toujours plus agréable que d'être confronté à quelqu'un que l'on voit malheureusement comme étant supérieur, parfois à tort, mais aussi à raison. L'enseignant a un diplôme, effectivement, donc il faut qu'il soit respecté en tant que tel. Mais c'est jamais agréable, effectivement, d'avoir un supérieur qui vous juge. Et quand bien même, on le sait tous, même en tant qu'adulte, on rechigne à être jugé. Donc l'avantage du numérique et l'avantage de travailler dans le collaboratif que permet le numérique, c'est vraiment de dépasser ces éléments-là, de s'en débarrasser et de revenir encore une fois à soi-même et donc chercher à se dépasser soi-même avant de penser à dépasser une note, à dépasser ses camarades. C'est tout. Je m'interromps. Le c'est tout, c'était pour me conclure tout seul. Je reste un peu sur cette ludification, surtout sur le coût. Non pas que je suis obsédé par la ludification. On a mis en place un certain nombre d'escape games ici, donc on sait ce que ça coûte. Hein, bon. Mais est-ce que l'énergie qu'on dépense pour concevoir cette ludification n'est pas trop importante par rapport à l'attention qu'on récolte de la part des élèves? Bon. Et ça, il n'y a que vous qui puissiez le dire. Surtout qu'actuellement, vous avez travaillé en groupe. Et quand vous serez sur le terrain, je ne sais pas enfin, si vous aurez toujours le même moyen de le faire. Hein, bon. Alors, donc, bon, ça suppose aussi que dès maintenant, que vous envisagez peut-être de travailler en groupe, etc. Bon, donc monter des projets. Hein, bon. Enfin, je ne sais pas. Enfin, bon, la réponse, c'est vous qui l'apporterez après sur le terrain. Est-ce que, enfin, donc la question que je pose, est-ce que l'énergie qu'on dépense pour concevoir cette ludification, est-ce que ça c'est rentable, enfin, est-ce que cet investissement est rentable par rapport à ce qu'on récolte en attention? Alors, c'est sûr que l'apport linguistique, il était vraiment maigre, mais je pense que maintenant qu'on a fait l'activité, maintenant qu'on a la matrice, on pourra, quand on sera en classe, prendre quelque chose de plus gros. Et donc, vu que le travail est déjà fait, donc je pense que voilà, il y a juste à transposer maintenant. Voilà. Tu comprends la question que je me posais sur faut-il les faire travailler dans des conditions idéales? C'est fantastique ce que tu disais sur la pratique raisonnée de la langue, parce qu'en anglais, on avait aussi la PRL, pratique raisonnée de la langue, et depuis quelques temps, on nous demande de penser en termes de RSL, de réflexion sur la langue. Et je crois que c'est exactement ce que tu étais en train d'expliquer. Donc, on parlait des différentes langues vivantes, et puis je crois que les lettres ont toute leur place avec l'anglais et le tahitien.
Ce n'est pas tellement effectivement les lettres, puisque effectivement, si vous traduisez dans les langues, vous finissez par parler en français. Mais encore une fois, c'est surtout le transdisciplinaire qui importe. C'est-à-dire que chaque discipline doit pouvoir se retrouver effectivement au travers des compétences qui sont donc maintenant au cœur de nos enseignements et qui sont tout à fait justifiées par rapport à ce que l'on veut construire chez nos élèves et pour les amener donc à trouver leur place dans l'enseignement et dans la société. Encore une fois, donc, pour revenir à cette articulation qu'offre le numérique, on va trouver ça, nous, et c'est ce qu'on développe à la DAN, à travers donc, des applications qui sont transdisciplinaires. À chaque fois qu'on va en formation, on essaie surtout de limiter ces applications que l'on présente, déjà à cause du temps pour les présenter, et ensuite également dans notre offre, c'est-à-dire qu'on pousse les enseignants à finalement collaborer entre eux également grâce à des applications que les élèves vont utiliser tous les jours et fréquemment, ce qui veut donc dire qu'ils seront très compétents plus vite même que les enseignants d'ailleurs sur ces applications. Et le fait d'utiliser les mêmes applications, non seulement ils vont les maîtriser, et en plus, ils vont pouvoir ensuite complexifier. Or, la complexification effectivement des tâches, des activités, c'est ce qu'on doit aussi garder à l'esprit. On a beaucoup parlé du spiralaire effectivement dans l'enseignement. Le spiralaire, c'est ça, c'est arriver à partir du plus simple, répéter parfois effectivement ce qui est simple, mais au fur et à mesure, arriver à complexifier pour que les élèves, effectivement, arrivent à devenir, si possible, encore meilleurs que nous, non seulement sur le numérique, mais également donc, dans toutes les disciplines qui vont utiliser ce numérique et qui vont utiliser ce numérique non pas par rapport aux finalités des logiciels, mais par rapport aux fonctionnalités des logiciels. C'est les fonctionnalités, effectivement, qui feront le trait d'union, comme ça, entre nos disciplines qui vont se servir du numérique. Voilà pourquoi, encore une fois, effectivement, il ne faut pas non plus, alors j'ai vu ça avec le portrait d'André Tricot, il faut éviter, ce qu'il n'a pas fait, mais il faut éviter effectivement de rejeter presque, on va dire, nos collègues qui n'utilisent pas le numérique. Il faut au contraire essayer de les séduire. Ça fait partie effectivement ça, de la persuasion habituelle qu'utilisent très bien les politiques et on ne l'utilise pas assez effectivement nous chez les enseignants. Il faut le faire. Et après, il faut convaincre. Parce que si on ne convainc pas, effectivement, la personne en face se rend compte qu'il y a tromperie. On fait juste de la publicité, ça c'est très mauvais. Et c'est ce qui a un peu fait tort au numérique pendant pas mal d'années. Donc nous, le but aujourd'hui, c'est effectivement d'arriver à convaincre. Et quand vous avez une personne en face de vous, ce qui m'est arrivé en formation, qui depuis 20 ans est réfractaire au numérique et qui d'un seul coup après la formation vous dit « Ah, vous m'avez convaincu, non pas persuadé », là on sait qu'on a touché juste. Parce qu'on sait qu'il va l'appliquer donc dans son cours. On sait que les compétences de cet enseignant qui ne passait pas par le numérique vont enfin pouvoir utiliser ce média et on va sûrement aboutir donc, encore une fois, à une redéfinition de son métier, à une redéfinition, peut-être qu'on en parlera après, de la posture de l'enseignant et c'est ce que l'on doit viser et de toute façon on n'a pas le choix. Il va bien falloir que l'enseignant change de posture dans ses cours parce que nos élèves, eux, ils suivent les changements de la société et on est dans une société de la rapidité. Même si on doit leur apprendre la patience, ça fait partie effectivement aussi des acquis à acquérir, c'est le cas de le dire. Mais le numérique, je pense qu'il est bien positionné à ce niveau-là, si on veut bien entrer de façon modeste pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, et si on veut bien ensuite écouter effectivement les spécialistes qui vont nous permettre d'évoluer et de complexifier encore une fois les tâches. Maruru mai te no te mo praha papura te ne nartu tato te reo taiti faru me tato ya hereteina o te whanhome tāna whanhor a no te hupa o tāna irawe mei tramhanara e maruru e hereteina. Yorana. Alors je me présente, je m'appelle Hereteina Romataroa, je suis étudiante en deuxième année de master PPE2D du tahitien, donc je présenterai notre activité au tahitien. Traia, wa no te whanora iaura numeriki, wa whaini ni me matou ho e to mo ho e hapira. Nahi e whaatiri ne te i a. Te i te tumu prau o tā matou I tape amai no te I e tuha hapira o ia hoi, te wa nora I wawe. No te aha matou I tape amai e te I e tumu prau, no te mea e te tumu prau no te wa I te hia I roto I te orero. Orero a te mau piahi tuatei e tuarua sisiam piapiti ia. No reira mātua I rawe mai e te reira. Te I e te hapira a reo. Nā roto I te reo whrani, activité langagière dominante. O tā mātua I tape a mai o ia hoi te whāro ora, compréhension de l'oral. Te whā o te I nei hapira o ia hoi, I naha hoi te hapira a reo o ia I te whaaro ora,
Te ia te whā, ia maramarama te piahi i te parau, i whār ohia i roto i te papa. Te papa o tā mātou i rawe mai, te e parau noa te piahi i roto i te mō papa arata i apira nā roto i te rofrani bulletin officiel o tā uia i tāpia mai. Comprendre et extraire l'information essentielle de courts passages enregistrés audio et audiovisuels et entrer à un sujet. Te papa o tā mātou i rawe mai, o ia hui e hoho a tāwiri, ini ai te wā, te treir a no rei wawe, o tā te pū CRDPF i tāwiri mai. Te taime o te hapira, e piti ahuru miniti i horo ahia mai i roto i a mātou no te hapira. Te e hoho a no te e papa. Te te rere au tā mātou hapira. Hou mātou a haamatai te tuatā papa i te parau e vaira i roto i te hoho a tāwiri. E whaiti atu mātou i te tei mau hoho a pata. Te e mau hoho a pata, no te whaaora ai e te e mau piahi i roto i te tumu parau no te waa. Te mau tao whaahoho ahia. O tā mātou i tāpe a mai o ia hoi, te tautai, ina haa hoi, te tautai te waa. E tuatir ai hoaia. Te tautai, te tai roto, te tautai, te tai roto, te tarai, te waa, e te tuha aia o te waa. No reira mātou i rawe mai te reira. Te piti o te tuha a, e wa haapuroro atu mātou i te hoho a tāwiri, e hi onua te piahi e whaaro, e haapuroro whaahauhia, i reira e anihia e te e mau piahi e papai mai ho e ane o reira e pitit o tā rātou i noa i a rātou i te haru mai. Tera ia, e auti te reira tuha a, i reira mātou e tātara ai. Te vaira ia tera ai tauir a, tera tau a paraura e te mau piahi no te i te ai, e aha te mau parau e whaahitihi ara i roto i te ho a tāwiri. E no te whaahopera a, wa rawi mai mātoho e whaaohi para a, mā nā roto i hoa ia i te rawi a flickers. Te ia te whaaohi para ai te rawi a flickers. Te wha, no mātou te mau orometua, nā rea tātou i parau, te hi ora ae wa maramara māne rato i te ie papa. Nāri anō tātou. Te mauir au tā mātou i whaao i roto i te ie rawi applicants. Te rāia o wei te motu e whaahitihi ara mauir a o hi e roa. Te ie te mau pāhonor a, tā mātou i whaao i roto. Ora i wawai rongi roa, bora bora, e hatua. I muri mai. Wa whaohi pa, no te ie rawi applicants, wa e tia i te piahi, ia i te nahia i whaohi pa i te QR code. No te pāhonor a, i te reira mau wira a, o tā tātou ihi o maina. E te piti e patahia, te mau pāhonor a te ie mau piahi, nā roto ia i te whaohi par a i te rawi a iPad, nā reira tātou i te parau. E te toru, i reira e hi ohi ai te mau tei o. O vai ti pāhono mai, ti pāhono tano, o reira o vai ti hape. E te mau moiha aroro wira o tā mātou i whaohi pa, o ia hoi te hoe paruai, te ia paruai, tā tātou i tenei. E te hoe moiha a iPad, no te patara ai e te mau pāhonora. E po ohura, te ie whanora a iora numeri kids e whanora a whahia mau no mātou i te mau piahi no te mea a teira mātou a ite ai. Te reira mau rāwhi no te horo ara i te ite i roto i te mau piahi. E te ohipa whauwha au tā mātou i ite i roto i te mau piahi tō rātou ia ana tai e te rahia ai i te hapira. No reira mātou i te rā noa te parau whauwha au tā mātou i tape a mai. No reira, maruru te whārora a mai e au rāna. Maruru met reteina. On a besoin de traduire un petit peu. Voilà. Ben, juste retenir peut-être que les élèves ont beaucoup apprécié l'activité, une activité en tahitien avec le numérique. Donc en tout cas, c'était la conclusion. Voilà. Très bien, hein? Vite fait, bien fait. Voilà. Bon, on a une question.
Nutme menar tu me amatero pretani nartut ora tatutero teti maruru me te nutera fanor ata uto me ananate me waro nutme te veitu ara tera tua maruru tram oru me tua ara te me te mo piahi maruru no te mo pickers te tu mo fanora te wira me te pe wanho ya uto te fanora I one mauti tera paruai me te vai e o to te I roto te pia hapira Nai rapetu, nahe oto ia whaatere me pua I te moravia I moe oto traia wira ta maran aru era tu atir I raua. Je parle de toi, Maran, parce que tout à l'heure, tu as évoqué le fait que s'il n'y avait pas ce dispositif matériel, ces moyens, comment peuvent-ils intégrer le numérique dans leur apprentissage, dans l'apprentissage de l'enseignement? Oui. Enfin, je peux peut-être juste répondre après. C'est ça? No pahonora ai te reira uira oro mitua I orana. Mai te pe waita te rā mohi ai roto I te mau whare hapira I reira mātou I ai. E rawe noa me mātou I te rā mohi video projector. No te mea te veira te reira I roto I te mau whare hapira. I te I mahana o tā ue I hi o maina I te tau hapipira a mai au. Wa I te au. Nene whahaere nā roto I te reira rawia. E mara. Maintenant, on va passer à l'exposé de Rani Hay, donc qui va nous présenter la plus-value du numérique pour son activité. No, I don't. Her major is Japanese, but she speaks English very well. No. How do you close? No, I can speak Taishan. Konnichiwa. じゃあ日本語で自己紹介してくれます。It's PowerPoint. Why did you use PowerPoint? Juste pendant que Rani Hay met sa vidéo, Flickr, c'est vraiment c'est un peu ce qu'on peut appeler du low cost et du assez simple, au sens où on n'a pas besoin forcément d'Internet en classe. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est assez facilement utilisable pour ça. Par contre, il faut pouvoir scanner si tu veux, mais on n'a pas besoin forcément d'une connexion Internet. Ce qui déjà est souvent rassurant pour les collègues en établissement quand les connexions Internet sont un peu aléatoires. Et là, ils avaient un plan B et un plan C, etc. Et le plan C, c'était uniquement en fait, des diaporamas et scanner avec le téléphone, donc sans Internet. Et voilà, c'est quelque chose qui est assez simple. Roughly 5 minutes. Okay. Donc, bonjour. Donc, je m'appelle Rani Hay et l'atelier que je vais vous présenter maintenant a été pensé, conçu et réalisé avec mes deux camarades derrière et qui s'intitule Save the Princess. Donc, le principe de la journée Yaorana Numérique, c'était d'allier l'utilisation du numérique et l'apprentissage des langues. Et bien sûr, nous avons aussi gardé cet aspect ludique des activités, justement pour susciter l'intérêt des élèves, pour peut-être susciter leur motivation et leur implication dans notre activité. Donc l'outil que nous avons
utiliser est le robot Timio. C'est un petit robot qui permet d'initier ceux qui sont intéressés par la programmation, de les initier justement à la programmation grâce au logiciel assez bas. Mais il faut savoir que le Timio a aussi des comportements préprogrammés et du fait des conditions, enfin de la restriction de temps que l'on a eu de l'atelier, nous avons justement décidé d'exploiter ces comportements et notamment le comportement dit inspecteur qui est reconnaissable avec la lumière bleu clair du Timio. Et grâce à ce mode inspecteur, le Timio peut suivre une piste noire, que vous la voyez ici. Et dans l'idéal, cette piste noire doit être de 4 cm de large et noire sur fond blanc. Donc, voilà. Et voilà. Donc, nous avons réalisé une piste justement juste pour cet événement. Et le but de l'atelier, c'était que les élèves fassent déplacer le robot Timio dans ce monde féerique et fantastique pour délivrer la princesse qui était emprisonnée dans la tour et gardée par le dragon. On voit pas tellement la caverne du dragon, mais elle est là. Donc, et puis sur cette piste, nous avons placé différentes activités qui justement voulaient introduire ou peut-être revoir l'aspect linguistique qui était la structure grammaticale can et can't, pouvoir ou ne pas pouvoir. Donc, bien sûr, avant de commencer nos ateliers, nous avons montré aux élèves comment manipuler le Timio. Justement, pour enclencher le mode inspecteur, il faut peut-être... voilà. Vous avez les manettes ici, en fait, les flèches droite-gauche et le bouton central. Donc, il faut sélectionner le mode avec les flèches et puis appuyer sur le bouton central pour faire démarrer le programme. Donc, une fois après avoir expliqué comment utiliser Timio, nous avons eu une phase d'anticipation où on introduisait les personnages que nous avons utilisés pour notre jeu. Et c'était les personnages du conte de fées. Donc, nous avions une princesse, un chevalier. Le chevalier ici qui était Timio. Et puis, nous avons les personnages qui allaient entrer dans les éléments perturbateurs pour faire rappeler la trame du conte de fées. Donc, il y avait les pirates, les bandits, le dragon et les monstres. Voilà. Donc, notre première activité, c'était une activité où les élèves devaient mimer les personnages qu'ils avaient piochés, en fait. Donc, pour faire simple, ouais. Notre deuxième activité était basée sur le principe de Scramble Sentences. Et avec du recul, on peut considérer cette activité comme une petite réflexion sur la langue, comme mentionnait Madame Révoger, où là, il fallait plus remettre dans l'ordre les mots pour reproduire les phrases affirmatives, interrogatives et négatives avec les structures can et can't. Et notre dernière activité était une énigme où là, on peut considérer un peu cette activité comme un bilan de notre atelier où les élèves devaient reprendre ce qu'ils avaient appris dans les précédentes activités. Et les professeurs mimaient l'énigme. Oui, c'est bon. Les professeurs mimaient l'énigme. Donc les élèves, avec ce qu'ils ont vu, la formation des phrases, donc ils devaient reformuler l'énigme. Ils devaient donner oralement. Ils devaient produire oralement des phrases et la résoudre. Donc, à la fin de cet atelier, bien sûr, on les a donné des récompenses. Mais pour conclure cette petite présentation, je dirais que vraiment, ici, l'outil numérique a permis plutôt de contextualiser notre atelier, de le mettre dans un monde, de le mettre dans un monde, mais aussi, il a permis aussi aux élèves comme Kahaya disait plus tôt, de susciter une certaine curiosité. Les élèves sont arrivés dans la salle, ils ont vu la piste et ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, et à partir de là, je pense qu'on peut construire des situations d'apprentissage. Et je pense que... voilà, je conclue. Just before you finish, Yes. the same question that he asked. I would like you to
They were not, but it's satisfying in this. Bon, je ferai en français. Oui. Je dirais qu'il y a quand même ce sentiment d'accomplissement dans le fait où on a pu porter ce projet du début jusqu'à la réalisation et d'expérimenter ce que nous avons conçu avec les élèves. Et puis, je pense que en tant que futur professeur, il ne faut pas vraiment regarder le temps que tu passes à regarder, mais plutôt ce que les élèves ont réussi à... Okay. Je pense que pour ceux qui ne se débrouillaient pas très bien en anglais, ils ont peut-être pu dire « Ok, maintenant je peux faire ça, je peux dire ça en anglais maintenant ». Donc peut-être que ça permet de leur faire regagner une confiance, oui, et aussi un intérêt de la langue pour la langue. Maruru maitai. Hari tātou mua, tēnei, teie te tumu parau, o ia hui, e hā te whauwha, i roa a mai, nā roto i te parau no te natirara nei, o re rā te imo para hupai whaahupaia, i roto i te parau no te hapir ai te reo. Traia, nā autou, e pahono mai? Ia rana tātou e te wharereira. E te veitu ara tau uira i te emo piahi. E aha, i te mea e rena tātou tara mō teiha, tara mō moiha. E aha te mō whiwhi, tātou i wharerei, i te whainei ne rā mei te emo hapi rā. E aha te whauwha i roa a mai, ia o tau, i tō tō hapi rā, iau te ie maurawea, i te motamari hapi. Alors la question que je pose pour... c'est quels sont du fait que le numérique, c'est un élément étranger dans notre culture. Donc, je demandais aux étudiants quelles étaient les difficultés qu'ils ont rencontrées en préparant ces diverses activités et qu'est-ce qu'ils ont appris et qu'est-ce qui leur a permis de répondre aux différents objectifs qu'ils se sont donnés. No te pahonur I te uira a mata mua, tēnā ora te uira ai, e aha te whauwha o teie mō rawe aroro uira, I roto I te mō hapira au tā mātua I rawe mai. Nā mua roa, I roto I te hapira au tā mātua I rawe mai, I tapai te rawe aroro uira I riro e hautira, mai tā teie mō tuahine I parau e Luijik. E tapa I mātou I rawe te reira e hautira, e rawe ara, e horo ara I te ite, I te mara I te papa o tā mātou e hina aro I te horo I roto I a ratu. No reira ia te whā o tā mātou ia maramarama te piahi I te parau e vaira I roto I te hoho a tāwiri. No reira te parau no te rawe a roro wera, e ahapa I a riro e hautira, e horo ara I te ite. No te rā noa te whauwha o I tape a mai roto, te whauwha o tā mātou I tape a mai roto mai te ie hapira. No te pahonora I te wira piti, tēnā ora e aha te mau whiwhi o tā mātou I whārerei I roto I te patura a mai te ie hapira. Inha ai taro atu te maurawe I roto I te hiro atu mo te tata maohi. Ai taro atu I whiwhi, ai taro atu I whiwhi, ai taro atu I whiwhi roa I roto I tā mātou ni patura. No te mea wā hapi mai tei mai o nei a mātou, mauti tāna mau warata ira I mau mai a mātou I te whaaohi para ai te maurawe a roro wira. E noa, ia tātou pauroa I te apora a mai I te reira whaaohi para. No reira, traia. Ia. Je vais abréger rapidement. En fait, notre but, c'était vraiment
Enfin, au début de l'activité, pendant la préparation, notre but, c'était vraiment pas d'utiliser quelque chose de ludique comme nos camarades. Nous, notre but, c'était vraiment de transmettre les apprentissages pour qu'ils, voilà, mais au travers d'un appareil, enfin, au travers d'un outil numérique. Mais nous n'avons pas cherché à vouloir mettre des couleurs, des fleurs, des étoiles et tout. Notre but, c'était vraiment ça. Notre objectif premier, c'était vraiment de transmettre les apprentissages de la langue thaïsienne en utilisant cet outil numérique. En utilisant le support que nous avons utilisé, au travers de ces supports-là et au travers de l'interaction qu'on a eue avec les élèves, c'était surtout au travers de cette méthode, de ce moyen d'interaction, voilà, entre élèves et professeurs. C'est au travers de cette méthode qu'on voulait transmettre les apprentissages. Ce que je pourrais rajouter, c'est que le numérique, heureusement qu'au préalable, notre professeur, Madame Rovogé, nous a bien en fait préparé pendant diverses séances, nous a mis en relation avec les différents outils comme Bluebot, Timio et tout le reste. On a pu avoir un aperçu en fait de tous les outils numériques qui étaient à notre disposition ici à l'ESP. Et par la suite, avec nos groupes, nous avons choisi, voilà, en groupe l'outil qu'on voulait utiliser pour cette journée-là. Voilà. Merci. Juste une toute petite précision par rapport aux outils, parce que là, 2 activités qui ont été présentées étaient avec Bluebot et Timio. Or, pour le coup, les robots en langue vivante, moi je me demande encore quelle est vraiment l'utilité des robots en langue vivante et est-ce que c'est pas finalement la même chose qu'une voiture télécommandée? Justement, est-ce qu'on n'a pas uniquement cet aspect ludique? Et c'est ce qu'elles ont essayé de faire, d'avoir autre chose que l'aspect ludique. En langue vivante, et là, sur les autres activités, on a eu beaucoup de compréhension orale à l'aide de baladeurs MP3. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose, il y a eu beaucoup d'activités là-dessus. Et là, c'est vraiment au service de la langue vivante et des apprentissages en langue vivante, parce que qui dit baladeur en langue vivante dit support différent, documents différents, l'élève écoute à son rythme. On voit tout de suite quels sont, on voit beaucoup mieux quels sont les atouts des outils. Donc on a eu des supports très variés, mais et comme les étudiants l'ont dit, c'est vraiment eux qui ont choisi le support en fonction justement de ce qu'ils voulaient faire. Et c'est vrai que certains groupes ont décidé de mettre en exergue l'aspect ludique, alors que d'autres voulaient vraiment travailler la compréhension orale. Voilà, donc c'est vraiment des outils très variés qui ont été utilisés. Mais Bluebot et Timio, à mon sens, et c'est peut-être pour ça que c'est intéressant de les avoir ici, on se demande quel est l'intérêt de ces outils-là pour l'enseignement des langues vivantes quand même. Alors, tiens, je me levais. Puisqu'on parle des robots, je vais faire l'articulation avec effectivement ce que tu disais. L'avantage des robots, c'est qu'effectivement, au début, on a l'impression que c'est dédié effectivement aux matières scientifiques, technologie, mathématiques. Et c'est donc, encore une fois, l'illustration de ce que je disais tout à l'heure. Si on peut utiliser les robots dans d'autres disciplines que les maths et la technologie, on réussit donc le pari de faire utiliser régulièrement un outil, voire un instrument, une petite différence à faire, on ne l'a pas encore faite mais il faudra y travailler, à nos élèves. Et effectivement, s'ils pratiquent régulièrement ces robots et si ces robots sont à disposition régulière également des enseignants, ça il faudra y penser dans la réalité donc, du métier, c'est tout à fait profitable. Et là, la plus-value, puisqu'on en parlait tout à l'heure, elle est réelle, puisqu'on n'a pas besoin de multiplier les instruments ou les outils. Et effectivement, les élèves sont également opérationnels tout de suite, quelle que soit la discipline, dans l'heure de cours. Et là aussi, effectivement, il faudra peut-être un jour qu'on repense également au temps que l'on passe dans nos cours, puisque 1 heure, c'est peut-être pas le temps idéal. Notamment, en plus, c'est même pas 1 heure, c'est 50 minutes, hein, quand on calcule bien, dans le meilleur des cas. Et ça, c'est une dimension qu'il faudra revoir. Encore une fois, il faudra repenser au volet de l'aménagement de la salle, il faudra repenser à la posture de l'enseignant, et également donc, à ce qu'on transmet dans nos cours. Et le terme de transmission, je reviens un petit peu là-dessus, parce qu'effectivement, on parle de transmettre un apprentissage. Encore une fois, il faut garder aussi à l'esprit un petit peu pour nos futurs enseignants l'expression « apprendre à apprendre ». C'est-à-dire effectivement qu'il faut qu'on arrive à rendre autonome, comme on l'a vu tout à l'heure dans même en tessin, j'ai vu qu'il y a un petit mot à côté, j'ai su le comprendre, il y avait le mot autonomie. Donc effectivement, développer l'autonomie, ça veut dire effectivement amener nos élèves à se débrouiller non pas sans nous, mais sans avoir effectivement besoin de l'enseignant comme béquille.
il faut encore une fois qu'on sache comme organisateur, il faut qu'on sache déléguer des tâches, il faut qu'on sache organiser, réguler, ça c'est notre tâche. Un enfant ne peut pas le faire, il ne faut pas se leurrer là-dessus. Il faut arrêter de penser que les enfants peuvent faire tout seuls. Ce n'est pas encore une fois dans leur prédisposition et c'est normal, hein, c'est le monde de l'expérience, on est là pour ça, on a un diplôme pour ça. Encore une fois, donc, il faut qu'on puisse se servir du numérique pour le numérique et par le numérique pour aboutir à l'acquisition de compétences, encore une fois, transdisciplinaires. Les langues ont été très souvent à l'avant-garde, je pourrais dire, donc, de toutes les disciplines pour ce qui concerne l'oral, qui a repris une place prépondérante dans les enseignements, notamment de lettres, hein, mais toutes les langues maintenant. On se repose effectivement la question de cette maîtrise de l'oral qui a été vraiment, on va dire, négligée par rapport à tout ce qui est écrit, on va dire dans la tradition culturelle occidentale. Et puisqu'on parle du tahitien, effectivement, qui est donc surtout marqué par l'oralité, le tahitien, effectivement, il n'y a pas d'application dédiée pour le tahitien, ou alors je ne les connais pas. Mais encore une fois, si on se repose sur les compétences, c'est-à-dire parler, savoir écrire, etc., on peut très bien donc greffer des activités en tahitien avec des applications qui permettent non pas de travailler les tahitiens, mais qui permettent de travailler la production écrite, la production orale. Et c'est là-dessus, effectivement, qu'il faudra faire nos choix pour les applications si on veut les rendre efficaces, si on veut qu'elles soient travaillées par tout le monde et qu'elles soient abordables, effectivement, par tous les enseignants, même ceux qui sont le plus réfractaires. Il y a également 3 volets que je voudrais signifier donc à nos futurs professeurs. Le numérique, effectivement, peut s'organiser avec ces 3 volets que je vais mentionner, c'est-à-dire l'entraînement, l'information et la production. L'information, on en reparlera notamment dans le cadre de l'EMI. Vous allez y être confronté très très vite. Et effectivement, l'EMI prend de plus en plus de place. Et la DAN s'occupera de ça effectivement de façon prépondérante l'année prochaine. Il faut effectivement que les élèves sachent se débrouiller avec l'information qui aujourd'hui peut être galvaudée, transfigurée, transformée et avec des conséquences dramatiques. Nos collègues adultes eux-mêmes ne sont pas toujours effectivement habilités à transmettre des informations justes parce qu'ils sont eux-mêmes abusés grâce, encore une fois, au progrès numérique, que ce soit en vidéo, etc. On est très facilement abusé. Donc, il est très important, puisqu'on est nous, on est le vecteur de la connaissance, pour reprendre une expression un peu traditionnelle, mais qui n'est pas, pour le coup, désuète. Il faut qu'on fasse très attention à ce véhicule de la connaissance que nous sommes et donc à s'intéresser à l'EMI qui va donc, on va dire, concerner ce volet de l'information. Pour ce qui est du volet de l'entraînement, alors là, les langues sont aussi à l'avant. Tout à l'heure, on montrait des activités, notamment avec Plickers, qui vont être des activités, attention, je ne vais pas non plus employer un terme péjoratif, mais de répétition. C'est-à-dire, effectivement, on compte sur la répétition, ça fait partie de la pédagogie, pour effectivement, voilà, ouais, pour effectivement donc amener nos élèves à acquérir effectivement des compétences. Comme nos élèves sont très différents et qu'ils ont des profils cognitifs aussi très différents, le visuel, l'auditif, le kinesthésique, il faut qu'on pense également à utiliser des outils numériques qui vont toucher à ces 3 domaines. Or, souvent, ce que j'ai pu constater effectivement en langue, c'est qu'on s'intéresse beaucoup à l'auditif. Or, effectivement, le visuel peut être tout aussi performant si on lui fournit, cet élève qui est visuel, les outils adaptés. Et le numérique fournit ces outils. Gros avantage, le numérique également multiplie les espaces-temps de travail. C'est-à-dire que dans une seule classe, effectivement, chacun peut aller à son rythme s'il a son matériel informatique et peut très bien obtenir et atteindre des objectifs effectivement qui sont peut-être modestes, mais en tout cas qu'il a pu atteindre sans être frustré ou sans se sentir humilié par les performances de ses camarades qui sont peut-être supérieures à ce qu'il peut produire. Le 3e volet, c'est la production. La production, c'est ce à quoi on devrait vraiment aboutir si on veut vraiment mettre le numérique en avant comme étant un outil qui dépasse effectivement les capacités qu'on a aujourd'hui avec les simples scénarios traditionnels. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des outils productifs qui vont mêler justement l'auditif, le visuel et donc le kinesthésique également, c'est-à-dire tout ce qui est action. Il y a des applications qui le permettent et effectivement, ça permet de réunir les talents des élèves, quel que soit leur niveau, dans une même classe, vers un même objectif. C'est là où on aura du vrai collaboratif, c'est-à-dire que chaque élève, suivant ses capacités, puisse vraiment démontrer qu'il est capable d'obtenir quelque chose, qu'il est capable de produire quelque chose qui va servir finalement à une communauté et qui sera tout autant valorisé, puisque ce sera une offre productive, que ses camarades qui sont peut-être plus performants avec les outils ou avec les compétences, donc en l'occurrence en langue vivante. Donc bien garder dans l'esprit effectivement donc, ces 3 volets, entraînement, information et production, qui vont permettre également de diversifier donc, vos activités en langue, je pense, mais dans toutes les disciplines, tout simplement. Je voudrais revenir un peu sur ce que toi tu as dit, Ludmila, quand tu parlais
de l'inexistence du numérique dans la culture polynésienne. C'est ce que je pensais aussi. Hein. Bon, c'est ce que beaucoup de collègues pensent aussi. Mais quand je vois ce qui a été réalisé, quand je vois l'enthousiasme avec lequel ils ont réalisé, j'ai l'impression aujourd'hui que le numérique, c'est leur culture. Bon. Et je ne sais pas, enfin, il n'y a que les étudiants qui peuvent donner une réponse à ça. Bon. Merci pour ton intervention. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle avant qu'on ne clôture cette table ronde? On a l'impression de parler entre nous. Ben oui, il faudrait qu'on fasse un petit peu intervenir le public. N'hésitez pas. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Orometua no te reo mahui o te aturi ane o tō e nā te reira nā te momoiha e hapapu mai te i te hapira i te reo e te maur a mai e te apora i te reo Tēnā ora tā o e wiri a, e te aturi ane mātou, i te e maurawi a, i haapira, haapapu mai te ira i te haapira, i te reo. Orera i te nuura a o te piahi roto i tāna mau haapira te nuura a. I tō umana a, e ere nā te reira e haapapu mai e wanuu. Wanuu te tamari i roto i te haapira. No te tatarara i te reira parau. No te tatarara ai te reira parau. Pini e pai ai te teimau teimi e hoi whaahau mai te hapira teito, klasik, tato i te nahia ia mea tradisionel, nā o tato ia parau. Ma te ore, e hape ia whaaru e tato i te papaira e hape e whaaru e te reira i te papaira. No reira, e tano toa pahai e nahia alterne. E ravi api piti, nā tua e piti. No te haapapua ni te apirai te reo. Nā pai e piti. Nā pai i roto i te mau hapirau tā mātou i rawi mai, i roto i te mau piahi o tā mātou i hapi. Wa i te mātou aitaro atu e tua mara a rahi i te tei. No te mea, i roto i te hapira wa hapi i mātou i a rātou i te rawi a nahia ia wha ohipa i te rawi a roro wira, e nahia atoa ia i te ohipa i vaira i roto i te papa. No te iate tā mātou wha i te hopea. Aitaro atu e whaata era. Oui, donc pour résumer un petit peu la question de Mirose, par rapport à leur séance de ce jour-là, est-ce qu'il y avait, donc qu'est-ce qui était le plus important? Est-ce que c'était la transmission de la langue ou bien la maîtrise de l'outil numérique? Et donc, Heretaina nous disait qu'il n'y avait pas un domaine qui était au-dessus de l'autre. Pour eux, en tout cas pour ceux qui ont animé l'atelier, les élèves ont acquis des compétences aussi bien en langue tahitienne que dans le numérique. Donc, ils n'ont pas senti de décalage ou voilà, de différence entre les deux domaines. Voilà, pour résumer. Après, on a une question derrière. Alors pour répondre un petit peu à la question de la plus-value, effectivement, notamment dans l'enseignement des langues, mais encore une fois, c'est toujours encore transdisciplinaire, hein. Il existe un schéma effectivement d'évaluation qui est connu maintenant, c'est le schéma SAMR, inventé par M. Puentedura. SAMR, c'est un acronyme qui signifie donc substitution, amélioration, modification, redéfinition. Ce que l'on doit viser en tant qu'enseignant, effectivement, c'est les deux derniers volets, c'est-à-dire modification et redéfinition. Ça signifie quoi? Ça veut dire qu'effectivement, l'activité qu'on va développer et qu'on aura mis en œuvre avec le numérique apportera réellement une plus-value, c'est-à-dire apportera des éléments qui n'étaient pas atteignables avec juste un scénario traditionnel papier, si on peut dire. Et c'est seulement comme ça que se justifiera le numérique et c'est comme ça qu'on assurera aussi la pérennité du numérique dans l'enseignement, dans l'éducatif.
Donc, je vous invite effectivement à regarder donc, le schéma de M. Puentedula. Ça obéit à ce qu'on appelle aussi la taxonomie, c'est-à-dire quelles sont les compétences qui sont évaluées à chaque niveau, avec quel logiciel même. On peut trouver des schémas vraiment avec des logiciels connus, Plickers par exemple. Alors, vous remarquerez que Plickers n'est pas justement dans la redéfinition. C'est un outil d'entraînement, donc ce n'est pas inutile. Hein, mais effectivement, il ne faut pas viser seulement de l'entraînement, il faut arriver à de la production. C'est là où effectivement on va acquérir une plus-value non seulement sur les compétences dans une discipline, mais également sur le numérique, qui vont aller de pair. Et encore une fois, le numérique, ça vaut le coup effectivement d'avoir une plus-value réelle si on s'oriente vers un métier, le codage, etc. Si on veut juste en rester à l'utilisation comme outil, si effectivement on s'oriente vers des disciplines littéraires qui n'ont peut-être pas forcément besoin, disciplines des humanités si on peut dire, qui n'ont pas besoin nécessairement du numérique, il faut bien entendu garder à l'esprit que le papier est toujours là. D'ailleurs, effectivement, l'utilisation du stylo, on n'a pas intérêt à la perdre parce que si on se retrouve un jour sans numérique, relisez aussi Ravages de Barjavel, un roman intéressant qui a été écrit il y a plus de 50 ans, on se retrouve tout nu. On se retrouve à l'âge de l'homme préhistorique. Pardon. Donc, effectivement, l'utilisation du stylo, on a intérêt à la maintenir parce qu'encore une fois, même notre corps évolue effectivement avec les utilisations que l'on pratique. Il se peut que dans quelques centaines d'années, on ait développé une troisième phalange sur le pouce à force d'utiliser. On a tous mal au dos. Nouvelle maladie avec les portables, la nuque. De plus en plus, on a effectivement des traumatismes sur la nuque. Vous avez bien saisi la problématique. En effet, qu'est-ce qui est au service de quoi? En fait, je voulais savoir si effectivement le numérique était au service de la langue ou la langue au service du numérique. Parfois, on ne connaît plus les tenants et aboutissants quand on utilise les deux. Hein, c'est ce que je voulais effectivement clarifier, vous faire clarifier au niveau des acteurs en fait. Merci. On va peut-être passer à Ruth peut-être. Merci, je me sentais un peu exclue de la ronde, donc j'ai décidé d'être dans la ronde à la fin de la journée, sinon j'allais partir. En fait, avant de passer sur peut-être éventuellement sur une question, je voulais rebondir sur plusieurs... J'essaie d'être rapide, hein, je ne prends pas ma langue maternelle parce que je voudrais aussi que les intervenants comprennent, parce que c'est justement par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure que je voulais intervenir par rapport à l'intervention de Madame Revogé sur... le fait d'allier le terrain et la théorie, ça m'a beaucoup interpellée pendant tous les échanges. Et effectivement, sur la transversalité de l'outil numérique et des langues. Hein. Nous savons maintenant dans les programmes, dans le domaine 1, les langues ont un rôle différent, enfin, au niveau en tout cas de la pensée sur l'enseignement des langues par rapport aux anciens programmes. Donc la langue maintenant a vraiment un rôle important dans l'enseignement, enfin les langues, on va dire, les langues de langues vivantes, étrangères, numériques, mathématiques et du corps. Voilà. Donc je voulais simplement pour dire que nous sommes effectivement dans cette démarche. Alors nous sommes des formateurs de la formation continue. Moi, depuis tout à l'heure que j'entends, je sentais un fossé. Je tiens à le dire, hein, parce que nous formons maintenant des enseignants qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire même 3 ans, 2 ans. Donc là, les contenus de nos formations sont les compléments de ce que vous êtes en train de faire. Mais je sens quand même ce fossé-là. Hein, parce que depuis tout à l'heure, j'entendais effectivement les expositions extraordinaires. Hein, les activités qui sont proposées sont extraordinaires. Mais je n'ai pas beaucoup entendu parler de l'aspect réflexif, enfin de réflexion, si vous voulez, au niveau de la pédagogie du projet. Parce qu'ici, nous avons un habillage d'une séance, effectivement, en utilisant un outil numérique, mais pour enseigner comme prétexte les langues. Et donc, l'explication s'est focalisée sur l'activité en elle-même. Effectivement, ce jeu-là, ce chemin, ce parcours a un but, ça c'est le but. Mais quelles sont les intentions pédagogiques derrière tout cela? C'était peut-être là aussi qu'il fallait poser la question. Vous, je pense que vous avez beaucoup étayé là-dessus, mais je n'ai pas senti que c'était complet, parce qu'à chaque fois que les étudiants répondaient, je n'avais pas ce retour-là. Or, aujourd'hui, nos contenus auprès des enseignants, c'est vraiment de revoir la didactique des disciplines,
parce que ce n'est pas acquis. Et comment rendre efficace la compréhension de la didactique d'une discipline au travers d'une activité proposée. Les activités, les enseignants sont excellents pour les préparer. Il n'y a pas de problème. Mettre en place un parcours, un jeu numérique, un jeu sur du carton, un jeu sur du mur, ça, tout le monde est capable. Mais à la fin, ils se perdent. C'est pour ça la question, je pense, de M. Mara, c'est ça? Ce temps donné sur la fabrication du jeu. Est-ce que c'est vraiment rentable pour l'enseignement des langues ou autres disciplines, bien sûr, hein? Donc, c'est pour ça qu'il fallait que je vous le dise. Il y a toute cette dimension didactique au-dessus. Et pourquoi on ferait? Quelles sont les intentions pédagogiques là derrière? Et pour estimer qu'une séance, moi, en tout cas, c'est souvent que je dis, comment vous pouvez savoir que votre séance, elle a marché? Il y a la beauté, l'esthétique, oui. Tout le matériel était complet, tous les enseignants étaient présents. Mais non. Effectivement, pour nous, l'adulte, on peut dire oui. Et comment vous pouvez savoir que votre séance a marché? Quels sont les termes qu'il faut utiliser à la fin de la séance, à la synthèse? Quels sont ces termes à utiliser? Il faut les apprendre par cœur. Vous avez un objectif de séquence, vous avez un objectif de séance et vous avez des critères de réussite à la fin. On demande à l'enfant, qu'est-ce que vous avez appris? La simple question. Qu'est-ce que vous avez appris à la fin de ces séances? Qu'est-ce qu'ils ont appris? Parce que tu as ton objectif en tant qu'enseignant, mais l'enfant a un objectif. Et c'est là qu'on a... parmi les 24 élèves, vous avez 24 élèves qui vous disent « J'ai appris à programmer. J'ai appris I cannot, par exemple. » Là, vous pourrez dire « Ma leçon est réussie. » Enfin, je n'ai pas beaucoup entendu ça. Et je me suis dit « Je ne peux pas partir sans partager un petit peu parce que c'est ce que nous essayons de rattraper aujourd'hui auprès des enseignants. Votre formation initiale et la nôtre doivent être complémentaires. Et je pense qu'il fallait à un moment donné sortir. Donc c'est pour ça que je ne sais pas vraiment de questions. En fait, c'est une question à tout le monde. Qu'en est-il de tous ces aspects avant, effectivement, pendant et à la fin? Oui. Oh là là, on se calme, hein? Voilà, bien, on va se détendre et on va prendre le temps de répondre à Ruth Mania, hein, qui est conseillère pédagogique et qui vient du terrain. Merci. Donc... Hein? Non, pas du tout. Merci d'abord pour ton intervention. Il est évident qu'à la base, il y a vraiment eu toute une réflexion didactique. Ce sont là des futurs enseignants du second degré. Donc tous les programmes du second degré, l'approche actionnelle, là, on est en plein dedans. Hein. Là, il se trouve qu'on avait établi comme règle du jeu, vous avez 20 minutes pour mettre en œuvre une activité. Là, c'est un cours qui est sur le numérique. Donc, bien sûr, on a exploité tout ce qu'ils ont fait en cours sur la didactique, mais là, on avait vraiment des objectifs précis et c'était de répondre à cette commande institutionnelle par rapport au numérique. Alors, on ne vous les a pas présentées, mais toutes les activités qui sont là sont accompagnées de fiches pédagogiques que vous trouverez bientôt sur le site de l'ESP. Ce sont des matrices où vous trouverez tous les objectifs, tous les déroulés de séance, avec un certain nombre de critères observables à la fin. Parce que dans énormément d'ateliers, on a effectivement terminé par qu'avez-vous appris aujourd'hui. Donc il y a vraiment eu cette réflexion. Hein. Mais c'est vrai que voilà, là, aujourd'hui, on a fait le choix de ne pas partir de ces matrices, mais peut-être qu'on aurait dû. Juste pour, je vais laisser la parole à mes collègues, mais tout à l'heure tu mentionnais le modèle SAMR, il y a un autre modèle qui est fantastique parce qu'il mentionne aussi la détérioration qui est possible avec le numérique. Et ça, on en a beaucoup parlé avec les étudiants avant de se lancer dans ces activités. Quand on a parlé du MP3 par exemple, on a parlé de la compréhension orale, et je leur ai donné ces exemples qu'on avait absolument horribles d'enseignants qui utilisaient certes le baladeur MP3, qui mettait les écouteurs sur les oreilles des enfants, et puis on n'avait absolument aucune communication. Et ça, en langue vivante, c'est une catastrophe absolue. Bien sûr, on a évoqué ce qu'on pouvait faire d'horrible avec des diaporamas, en affichant les questions puis les réponses. Tout ça, on l'a évoqué.
Maintenant, là, on était vraiment ensuite dans l'exploitation et on a bien sûr fait le choix de s'attacher aux atouts du numérique. Mais on est vraiment parti et c'est pour ça qu'on insiste vraiment sur l'aspect réflexion. Moi, mon but, c'est que nos enseignants dans leur classe réfléchissent vraiment à pourquoi ils mettent en œuvre cette activité. Le numérique, on ne va pas l'utiliser parce que c'est une commande institutionnelle. Un enseignant qui fait preuve de bon sens va utiliser le numérique parce qu'il y croit, parce qu'il a l'impression que ça va apporter un certain apprentissage. Et en tout cas, moi, c'est le message que j'essaie de faire passer à mes étudiants. L'évaluation ne faisait pas de partie, mais Dylan a expliqué que chaque tâche que les étudiants sont fait présenter ici avait une fiche pédagogique. Dans une fiche pédagogique, on toujours considère l'activité et le but de chaque activité, compétences qu'on apprend des élèves pour apprendre. Donc, évaluation, c'est une autre chose. La manière qu'on enseigne, on aussi doit concevoir un outil qui corresponde à l'enseignement pour évaluer. Pas simplement demander aux enfants ce qu'ils ont acquis. On a des outils beaucoup plus performants pour évaluer les acquis des enfants qui correspondent exactement à la manière qu'on enseigne. Donc, c'est beaucoup plus, how can I say, larger than what we're saying. Okay. Oui, alors pour revenir justement à nos étudiantes ici présentes, je ne voudrais pas non plus les violenter comme ça, effectivement, parce que, encore une fois, si. Non, moi je me souviens quand j'ai réussi après 20 ans de métier, à ne pas oublier effectivement la violence de l'entrée dans le métier. Il y a une violence, il ne faut pas l'oublier. On est dans des creux des illusions et effectivement on apprend de nos erreurs, ça on en commet tous, même encore après 20 ans, mais surtout donc nos étudiantes ici qui débutent et qui mettent en avant donc le numérique, donc qui risquent de se retrouver très en avance par rapport à d'autres enseignants déjà dans le métier depuis 20 ans, grâce à cet élément-là, il faut effectivement qu'elles sachent se défendre aussi par rapport au didactique. Alors pour faire un peu simple, sans être trop simpliste, le didactique c'est le rapport au savoir, le pédagogique c'est le rapport aux élèves. Effectivement, il ne faut jamais oublier ces deux volets-là, sinon effectivement on échoue. À ce propos-là, effectivement, donc, elles vont se rendre compte en mettant en place le numérique qu'elles doivent répondre à ces deux exigences. Et pour cela, il y a quand même les instructions officielles. Tout à l'heure, on parlait du bulletin officiel, je crois. Et moi, j'ai épluché effectivement un peu en détail donc, tout ce qui se disait sur les langues vivantes. Il y a 8 points, 8 éléments essentiels effectivement, qui ressortent par rapport au numérique. C'est quand même considérable. Et effectivement, si on veut bien s'appuyer là-dessus, ce que normalement doivent faire nos étudiants, ils doivent s'appuyer sur les instructions officielles, on peut tout à fait ne pas s'égarer. On peut très bien savoir dans quelle direction aller avec le numérique. Il nous est indiqué. À nous, enfin à elles ou à eux, si on met ça pour généraliser, de savoir donc créer des activités à partir de ces instructions qui, pour le coup, sont tout à fait, on va dire suffisamment modestes et suffisamment exigeantes pour qu'on puisse développer des activités qui vont répondre à l'évolution de nos élèves par rapport aux compétences attendues. Et je reviens encore sur le thème de spiralaire. Le thème spiralaire, c'est ce qui va permettre d'échapper effectivement à ce constat d'échec que l'on peut parfois avoir en mémoire, je finis juste dessus. C'est-à-dire, effectivement, nos élèves savent très bien désapprendre, et il ne faut pas pour autant que ça les décourage. Encore une fois, il faudra voir s'ils acquièrent au fur et à mesure des connaissances, qui seront donc rafraîchies au fur et à mesure donc, de leur évolution dans l'enseignement. Et c'est ce qui doit les rassurer, sinon, effectivement, elles vont être vite décontenancées par rapport à ce qui se passe avec les élèves. Quand, effectivement, la fameuse ludification, ça c'est clair et net, il faudra apprendre à travailler avec des moyens vraiment minimalistes pour pouvoir effectivement, encore une fois, trouver de l'intérêt au numérique, savoir le rendre utile à nos élèves et donc savoir se débrouiller dans quelques situations que ce soit, qu'on soit dans les îles éloignées sans Internet, et nous on travaille là-dessus à la DAN, on leur permet de travailler sans Internet. Et si on a la chance d'arriver dans un établissement effectivement très bien équipé, de savoir effectivement complexifier, d'utiliser au maximum les moyens numériques qui nous sont mis à notre disposition. Là, effectivement, on sera un bon enseignant du numérique, par le numérique et pour les disciplines. Ne jamais perdre de vue que c'est bien les disciplines qui doivent être effectivement l'objectif final et non pas le numérique lui-même. Sauf pour les disciplines
qui mettent en avant effectivement le numérique et qui vont être développés, je pense, avec la réforme du lycée. C'est juste pour répondre à Mirose, tout simplement, parce que c'est vrai que la dérive que tu soulignes existe. Hein. Ça existe à partir du moment où un enseignant a cette double compétence numérique et didactique. Bon, il va forcément se poser la question, mais il faut qu'il se pose la question. Et si le numérique n'apporte pas de plus-value, bon, il n'est pas nécessaire enfin de continuer, hein, bon, effectivement. Bon, mais la dérive existe. Et d'où l'importance de ce que disait Guylaine tout à l'heure. Enfin, bon, la réflexion au préalable est absolument indispensable avant de concevoir et dire, bon, enfin, aujourd'hui, et ça rejoint un peu ton inquiétude aussi, hein, bon, quelque part, enfin, moi je ne fais pas du numérique pour du numérique, hein, enfin, je fais du numérique pour ma discipline. Et si je peux apporter effectivement des compétences complémentaires dans le numérique pour les élèves, tant mieux. Hein, bon, c'est ainsi qu'il faut le voir. Hein, bon, voilà. That was a very wise speech, Maran, and thank you, Guylaine. Thank you, Ludmila. Thank you, Olivier. Thank you for everyone else here. Bye-bye. I think we've finished. Just one thing. You would like to speak in English? Okay, we extend the time. We extend. Juste une dernière phrase, effectivement. Si ça